Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors vous publiez cette semaine votre baromètre conjoncturel sur à la fois le bilan de l'année 2021, mais aussi les perspectives 2022, et puis vos préconisations en matière de politique du logement, les principaux enjeux de cette année 2022, année d'élection présidentielle, et puis un sondage assez intéressant sur les aspirations des jeunes en matière de logement et leurs attentes. Alors tout d'abord, on va voir avec vous, on va dresser un tour d'horizon sur le marché. On sort d'une année 2021, ça a été une surprise ou pas pour vous, un marché extrêmement dynamique en termes d'activité? Alors ça a été une surprise, soyons francs, parce que nous ne l'aurions pas pronostiqué. Et d'ailleurs, j'avoue que nos pronostics sont souvent battus en brèche par la dynamique que les Français exposent sur ce marché. On va avoir un record en termes de nombre de transactions, phénomène général d'ailleurs en Europe et dans le monde, mais la France est un des marchés les plus dynamiques, puisque l'on va vraisemblablement finir l'année avec 1 182 000 transactions, voire 1,2 million. Regardons les précédents record, 1,24 million en 2020, mais prenons comme référence 2019, qui était l'année, j'allais dire, normale, 1,67 million. Donc c'est en tout point remarquable. Et c'est encore une fois le deuxième marché le plus dynamique d'Europe après celui de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Le fait de ces transactions records en termes d'activité, on a vendu, on a acheté des maisons, des appartements en 2021. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, je pense, un repositionnement d'un certain nombre de Français sur leur habitation principale. On a beaucoup de secondo-accédants qui ont fait le choix de vendre et ensuite de se positionner sur un autre secteur, pas forcément très loin, mais on le verra plus tard, effectivement, en banlieue, voire en zone rurale. Ça traduit la valeur refuge essentielle qui est l'immobilier. Ça traduit aussi dans la location d'actifs, finalement, j'en discutais récemment avec un banquier, le fait que les Français ont une épargne qui ne rapporte pas et puissent dans cette épargne pour acheter de l'immobilier, financer aussi bien leur résidence principale que des investissements. Quand on regarde cette carte, il faut quand même bien voir que la couleur la plus faible, c'est-à-dire la vert clair, elle est entre 10% et 15% de hausse d'activité. Donc on imagine bien qu'on a bien une hausse d'activité de près au minimum de 10% et qui va jusqu'à 30% dans certains départements. C'est en tout point remarquable et on remarquera que nos amis d'outre-mer, comme la Corse, sont tout autant concernés. Le bémol est peut-être un peu plus sur l'Île-de-France. Alors on va le voir maintenant, une forte demande sur l'immobilier, les maisons, les appartements, et ça a une incidence évidemment sur les prix. Alors on regarde la hausse des prix. Voilà, la hausse des prix. Alors, quel commentaire faire sur cette hausse des prix? On peut regarder en valeur absolue les chiffres. Je la nuancerai toutefois de l'inflation qui a été remarquablement élevée cette année, plus 2,8, ce qui fait d'ailleurs que les prix nets d'inflation ont moins augmenté en 2021 qu'ils ne l'ont fait en 2020. En revanche, ce qui caractérise cette évolution, c'est que pour la deuxième année consécutive, les maisons ont plus augmenté que les appartements, ce qui n'était pas le cas sur la dizaine d'années qui précédaient. Alors, on va rentrer dans le détail. Là, c'est une photographie au niveau national, mais si on rentre un peu plus dans le détail, voilà, déjà, on voit l'évolution des prix sur un an, et notamment les prix qui augmentent beaucoup dans l'Ouest. Et si on va encore un peu plus loin, on va le voir là avec le slide suivant. Voilà, alors là, Jean-Marc Torolion, on voit la progression, et notamment des villes moyennes avec des hausses à deux chiffres. C'est la carte météorologique de la hausse des chiffres. Alors, première constatation, on a quand même une revanche des territoires du Nord par rapport au Sud. L'héliotropisme n'a pas joué à plein cette fois-ci. Je nuance mes propos parce que quand on voit Nîmes à plus 9,7%, c'est pas anodin malgré tout. Mais la hausse à deux chiffres, elle se concentre dans le Nord-Ouest et le Nord. Remarquons Strasbourg à plus 11%, Nancy quand même plus 13%, Metz plus 12%. Et puis quand on se déplace sur quelques villes quand même moyennes, Tours plus 10%, Orléans plus 13%, et puis Brest qui est quand même une surprise à plus 18,4%. Alors, on peut noter aussi que les grandes villes, les 10 métropoles qui faisaient le marché il y a encore 4 ou 5 ans, voire même 3 ans, marquent le pas, même si ce n'est pas anodin malgré tout en termes d'augmentation. Bordeaux, plus 3,8, Lyon, plus 2,5. Voilà des villes qui étaient assez emblématiques il y a simplement 2 ou 3 ans. Donc on voit bien un mouvement général.
même à Reims. On voit bien un mouvement général à 2 chiffres, assez spectaculaire, et qui s'exprime malgré tout sur une assiette à l'origine qui était relativement faible. Hein, il faut quand même le dire, à moins de 2000 € du mètre carré. Néanmoins, ça traduit, de mon point de vue, une forte demande issue aussi d'un certain mouvement migratoire d'une partie de la population, sans le surestimer bien évidemment. Alors donc on le voit effectivement sur ces hausses de prix qui sont assez spectaculaires, parce que ce n'était pas le cas pendant très longtemps. On a eu Paris, Lyon, Bordeaux, où il y avait des fortes progressions des prix, et là effectivement, Reims, Tours, Orléans, mais aussi Angers, Le Havre, Brest, La Rochelle, et puis on le voit dans l'Est, effectivement, Metz, Nancy et Strasbourg, des hausses à 2 chiffres. Alors, est-ce que ça peut continuer comme ça selon vous? Est-ce qu'il y a simplement un phénomène de rattrapage, ou est-ce que c'est inquiétant là aussi pour les locaux? Alors, c'est une question qui pose la problématique du pouvoir d'achat sur ces territoires. Or, on a constaté, on a étudié cette notion de pouvoir d'achat des Français en matière d'immobilier. Il faut savoir que l'effet taux, entre 2014 et 2021, a fait gagner 18% de pouvoir d'achat. Il faut savoir que l'effet revenu, car n'oublions pas que les revenus augmentent, et en particulier les revenus de ceux qui souhaitent acheter, ont augmenté entre 12 et 21%. Donc même si on a un effet prix qui sur cette même période est à 2 chiffres, en réalité sur la plupart des territoires, à l'exception des 10 plus grandes métropoles et peut-être encore de Paris, le pouvoir d'achat reste supérieur pour les Français à ce qu'il était il y a 7 ou 8 ans. Donc il y a sans doute encore une marge de progression, mais on sait qu'elle est ténue dans la mesure où elle dépend essentiellement des taux d'intérêt. La moyenne des taux d'intérêt pour les prêts a été de 1,08%. C'est un record en termes de niveau bas de taux d'intérêt. Et ça reste notre préoccupation pour 2022. On y reviendra. Donc, oui, on a encore une marge de progression. Toutefois, l'effet ciseau sera vite là et pourrait être redoutable. Mais alors, justement, pour aller un petit peu plus loin, on va le voir d'ailleurs sur ce slide très intéressant. Pour ceux qui sont à Brest, à La Rochelle et qui se posent la question, ça a déjà augmenté à 2 chiffres, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est difficile de faire les perspectives là, sur cette année 2022, mais en matière d'évolution des prix, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc? Je pense que les prix peuvent continuer à augmenter, mais ça va dépendre aussi, si vous voulez bien, de la poursuite ou pas de l'effet Covid. Quelle va être, au fond, l'attitude de nos concitoyens? Même si, au travers du slide que nous proposons ici, il y a quand même un marqueur qui est... la démonstration est quand même très nette. Alors, regardons ensemble. On a mesuré l'évolution des prix 18 mois avant le premier confinement et 18 mois à la fin de ce premier confinement en mai 2020, ce qui nous amène au début 2022. Regardez bien, les maisons en France, 18 mois avant le premier confinement, elles n'avaient augmenté que de 6,1%. 18 mois après, elles ont augmenté de 13%. Regardez Paris, c'est spectaculaire. 18 mois avant le premier confinement, 12,8%. Paris n'a quasiment plus augmenté depuis la fin du premier confinement. Et quand on regarde les communes rurales, elles n'avaient augmenté que de 5,7%. Après le premier confinement, elles augmentent de 11,2%. Les 100 communes, villes moyennes de France, là aussi c'est spectaculaire, 7,4%, 13%. Le reste de la France, parce qu'on a réussi maintenant dans nos statistiques à balayer l'intégralité du marché, là aussi c'est du simple au double. Donc vous voyez, l'expression avant confinement, après confinement, elle est nette, et l'enjeu il va être là pour 2022. Très bien, alors on va le voir, vous l'évoquiez aussi, les conditions de crédit et le marché qui est porté en partie par les taux d'intérêt historiquement bas. Alors on voit aussi avec des durées qui s'allongent de près de 21 ans, mais la donne peut changer cette année. Commentaire. Oui, la donne peut changer. Alors effectivement, d'abord, n'oublions pas que les recommandations du Haut Conseil à la sécurité financière ont joué à plein, mais ce dont on se rend compte, c'est que même si elles ont joué à plein, elles n'ont pas porté un préjudice au marché à ce stade-là parce que la demande est forte et comme je le disais, elle s'est aussi solvabilisée par une situation économique qui s'est améliorée. Néanmoins, et puis les Français puisent plus dans leur épargne en termes d'apport personnel, ce qui répond aussi, ne l'oublions pas, à une exigence des financeurs. Ces taux d'intérêt, évidemment, on va les suivre avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que quand vous empruntez à 1,13 avec une inflation à 2,8, vous m'accorderez quand même que sur le plan économique, avec un actif qui a pris 7%,
vous m'accorderez quand même que cet actif immobilier, là, il est, j'allais dire, remarquablement financé, avec des performances économiques qui sont assez exceptionnelles. 7% d'accroissement d'actifs, 3 à 4% de rentabilité brute, un financement à 1,13. Ça explique aussi en grande partie, et c'est d'ailleurs l'analyse mondiale qui est faite, la valorisation de cet immobilier. Ce que nous pouvons craindre en 2022, je pense, c'est quand même des taux qui remonteraient. Légèrement. Oui, parce que on voit bien déjà que le désir des autorités financières, c'est de sortir progressivement de cette politique de taux bas pour freiner l'inflation. Et donc, on peut s'attendre sans doute à cette hausse. Est-ce qu'elle va nous causer un préjudice? Oui, parce qu'elle ampute le pouvoir d'achat d'un certain nombre d'acquéreurs. Elle pourrait aussi inciter en se disant, pour certains, attention, ça continue, ça va augmenter, donc vite. Vous avez raison, Olivier, et on a un précédent. Oui. Le précédent, c'est avant 2008. Oui. Vous qui avez l'historique de l'immobilier. On avait des taux qui ne cessaient d'augmenter, passant de 3,5 à 4 à 5,5, qui n'avaient pas freiné la spirale d'activité de l'immobilier jusqu'en la crise de 2008. Donc oui, on a un précédent. Toutefois, la désolvabilisation est quand même un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Pourquoi? Parce que la baisse des taux entre 2014 et 2021, c'est plus 18% de pouvoir d'achat qui a été donné aux Français. Et quand on le rajoute à l'effet revenu, finalement, ce pouvoir d'achat, comme je le disais précédemment, c'est plutôt bien maintenu. Pas de risque, selon vous, d'avoir moins de primo-accédants, justement avec des conditions d'emprunt qui sont revues et corrigées, pas plus d'une durée de 25 ans pour la durée de prêt, des limites d'endettement à 33%. Ça, selon vous, ça ne va pas jouer sur le marché ou à la marge? Ce qui est déterminant pour les primo-accédants, c'est la situation de l'emploi et la situation de leurs revenus. Constatons ensemble que la situation de l'emploi est plutôt bonne. Constatons ensemble que, globalement, la politique salariale semble être plutôt très bien orientée. Et ce qui compte, c'est la confiance. Parce qu'on oublie ce facteur de confiance. Qui est déterminant, en plus dans l'immobilier. Alors voilà, pour clôturer cet aspect marché, 2020 a été plutôt l'année de la résistance, 2021 celle du dynamisme, 2022 pour vous? Eh bien écoutez, 2022 sera peut-être l'année de la confirmation de ce que les Français souhaitent en termes d'immobilier, c'est-à-dire sortir des villes, accéder à une forme de sécurité et de sérénité dans leur nouvelle habitation. Mais je pense que les prix ne seront pas avec une augmentation à 2 chiffres, et je pense que le volume de transactions marquera le pas, ne serait-ce que parce que, et on commence à le constater, on a moins de vendeurs. Et on a plutôt tendance à garder son immobilier en période d'incertitude, en période d'inflation. Et je pense quand même qu'on aura une activité qui sera moindre. Mais je peux me lancer, je pense qu'on sera encore au-delà du million de transactions. Donc un marché quand même qui sera important, peut-être un retour à la raison en tout cas sur cette année 2022. Alors, on parle de plus en plus de valeur verte des logements, de rénovation énergétique. Tout le monde est d'accord pour en finir avec les passoires thermiques. Encore faut-il en avoir les moyens, encore faut-il être accompagné. Est-ce qu'avec le nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, est-ce qu'on sera au rendez-vous, selon vous, à la fois des attentes écologiques et puis du calendrier, sachant que progressivement, les logements classés F et G ne pourront plus être mis en location? Alors, moi je crois que d'abord, ce nouveau diagnostic de performance énergétique, il n'a pas encore pénétré tous les esprits. Qu'est-ce que c'est ce diagnostic? Je le rappelle, c'est qu'il est opposable. Il prend 2 effets de seuil, la consommation et la pollution, le gaz à effet de serre. Et si on ne respecte pas les deux, on est indécent. Et il est également, il ne tient plus compte des factures, mais de la qualité intrinsèque des logements. Ce qui me fait dire qu'en réalité, le gouvernement a sous-estimé le nombre de logements qui seront demain, à terme, indécents énergétiquement. On parle de 4 800 000 passoires énergétiques. Moi, je pense qu'on est plutôt près de 7 à 8 millions. Et le parc privé locatif, comme vous le soulignez, va être impacté au premier chef par cette interdiction de location. Et ce d'autant plus qu'à 70%, il est concentré dans les villes. Est-ce qu'on va être au rendez-vous de 2025? La réponse est non. Quand vous avez plus de logements que ce qui était prévu
à rénover. Et quand nous avons, j'allais dire, une forme aussi de retard à l'allumage lié à la période que nous avons vécue de Covid, au retard à l'allumage en termes d'aide, notamment pour les bailleurs, et parce qu'on a une industrie du bâtiment qui est quand même elle-même sous tension, je ne crois pas du tout qu'on sera au rendez-vous en 2025. On n'y sera pas plus en 2028. Et il va falloir revoir ce calendrier. Et il va falloir également... C'est-à-dire remettre tout à zéro, tout à plat? Non, je pense que on a des solutions. Je pense qu'en matière de copropriété, il va falloir faire confiance aux copropriétaires qui vont faire des plans pluriannuels de travaux sur 10 ans et juger de l'indécence au terme de l'exécution de ces plans pluriannuels de travaux. C'est la solution de sortie. Et je pense qu'effectivement, pour l'habitat individuel, il va falloir décaler de 4 ou 5 ans les objectifs pour éviter aussi un pic inflationniste par rapport à la demande. Cette valeur verte, est-ce qu'elle va impacter les prix? Je pense qu'à terme, oui. Je pense qu'à terme, cela va aussi, j'allais dire, pénétrer et les vendeurs et l'acquéreur, parce que le diagnostic sera là pour poser ce classement. Et finalement, à terme, tous les logements des Français seront classés avec ce pivot qu'est le diagnostic de performance énergétique, à partir duquel doit s'articuler une politique d'aide. On continue sur l'aspect location. L'encadrement des loyers va s'appliquer dans de plus en plus de villes. Alors il y a eu Paris, ensuite Lille, Lyon, Villeurbanne. Il va y avoir Montpellier, il y a l'Est parisien, une partie de l'Est parisien, la Seine-Saint-Denis. Obligation dans les annonces, alors limiter les abus, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi de détourner l'investissement classique vers Airbnb, vers d'autres formes de location et qu'au final, ça se retourne contre le locataire? Moi, je pense qu'on fait une erreur, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer la loi de 48 de demain. J'encadre les loyers, je pose une interdiction de louer et je n'apporte pas, pour la rénovation énergétique, et je n'apporte pas la solution pour sortir du système. Le risque de désinvestissement, il est réel. Le risque, en réalité, de détournement, comme vous le soulignez, de l'objet de ce logement vers une location classique destinée à loger durablement nos citoyens, vers un objet beaucoup plus, j'allais dire, touristique et de courte durée est évident. Et je pense que plutôt que d'encadrer les loyers ou de mettre des permis de louer à tout va, on ferait mieux de dresser la cartographie de l'indécence énergétique du parc privé locatif dans toutes les communes et à partir de cette cartographie, de décliner une politique locale et nationale d'accompagnement. On est, à mon avis, à contretemps. Et la vacance de logements, des logements de plus en plus vacants, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Est-ce que le dispositif loué abordable est une réponse? Non. Ce qui est intéressant dans la démonstration que nous avons faite, c'est que nous avons corrélé la vacance qui est de 8,3% et qui a pris 2 points en réalité en 10 ans, alors même que le nombre de logements a augmenté. On a décorrélé, on a étudié les lois sur la fiscalité avec la vacance locative. La vacance locative, elle était de 6,3% quand on avait des dispositifs fiscaux qui étaient applicables à tout le territoire national pour l'investissement locatif. Plus on a centré ces dispositifs fiscaux sur des zones, plus on a accru la vacance sur la diagonale du vide. Ça démontre quoi? Et je pense qu'on y reviendra. Ça montre que, et nous sommes contre le zonage, il est extrêmement nocif à l'équilibre des territoires, à la politique d'aménagement équilibré des territoires. Au moment où nos concitoyens expriment la demande en dehors des zones tendues, je pense qu'il faut reprendre toute notre réflexion pour faire en sorte qu'effectivement, on ait de l'offre partout, et là, on aura de l'offre abordable. Quand on concentre les dispositifs fiscaux sur les zones tendues, quand on concentre finalement la demande sur les zones tendues ou l'offre de logement sur ces zones tendues, cela se fait au détriment d'autres territoires. Il y a finalement une forme d'aspiration d'un certain nombre de locataires ou d'habitants sur ces territoires-là. On ne résout pas le problème. Repensons cette politique, supprimons le zonage, ayons une politique fiscale qui soit équitable sur tous les territoires pour l'offre de logement. Donc vous militez en fait pour une nouvelle politique du logement territorial, oui. En finir aussi avec une sorte de centralisation. Oui. Et oui, parce que finalement, ce quinquennat, il a démarré, Ah oui. ce quinquennat, il a démarré sur l'hypermétropolisation
et il finit sur la démétropolisation. Et ce n'est pas les politiques qui choisissent, c'est le marché, c'est les Français. On le verra avec nos jeunes plus tard. Et donc l'aspiration des Français, elle n'est pas en corrélation avec la politique proposée. Alors justement, en 2022, c'est l'année de cette élection présidentielle. Tout d'abord, sur la campagne électorale, est-ce que le logement est suffisamment, pour vous, au cœur ou pris en compte par les différents candidats? Moi, je me rends compte, et on a pu le constater lors de notre congrès, où finalement 7 courants politiques se sont exprimés sur la politique du logement, et on a demandé à ce qu'ils ne parlent ni du neuf ni du social. Quand vous commencez à dire à un homme politique ou une femme politique, vous ne parlez pas du neuf et du social, sur le logement existant, on se rend compte qu'ils sont très secs. Alors, ils ont malgré tout essayé de faire des propositions de décentralisation, notamment, d'accroissement des aides pour la rénovation, mais on se rend compte que ce n'est pas au centre aujourd'hui du discours politique. Alors peut-être va-t-il s'affiner, parce que là on est dans des grandes thématiques, et on espère, nous, et on est à la disposition d'un point de vue objectif pour nourrir ce débat de données objectives et j'allais dire, de notre donnée d'expertise. Parce que ce qui manque actuellement à nos candidats, c'est finalement l'expertise de terrain. Et cette expertise de terrain, c'est nous qui sommes capables de la mener. Quand vous demandez à un élu de dresser la cartographie de l'indécence énergétique de sa commune, de son département, il ne comprend pas en fait. Il n'a pas compris qu'à terme, on avait des millions de logements qui pouvaient être interdits à la location et qu'on attaquait un des piliers fondamentaux de la mobilité des Français et du logement des jeunes. Qu'attendez-vous, et si l'on devait faire un vœu, si vous deviez faire un vœu, du futur, le ou la future président de la République en France en matière de logement? Quelles seraient les premières mesures à mettre en œuvre pour vous? Alors pour moi, les premières mesures, c'est une neutralité fiscale entre neuf et l'ancien pour aider à l'investissement locatif. C'est un accompagnement de la rénovation énergétique qui soit pensé par rapport à la réalité du terrain et avec une politique de décentralisation. C'est la suppression du zonage, c'est la révision de la fiscalité pour les bailleurs et c'est aussi, je pense, un rééquilibrage de la politique d'aménagement, parce qu'on a gaspillé beaucoup de surface lorsque l'on construisait avec une faible densité, et en même temps on a neutralisé par une vacance subie près de 100 000 logements par an par une politique de zonage et de centralisation de l'offre. Il faut la repenser, cette politique, et il faut quand même coller à l'aspiration des Français. Le zéro artificialisation nette dans un des pays les plus vastes d'Europe, celui qui a une des densités les plus faibles d'Europe, ça peut-être se réfléchir différemment. Très bien. Et puis on va terminer par une étude sur les aspirations des jeunes en matière de logement. Alors vous publiez cette étude avec l'IFOP. Vous avez interrogé à la fois les étudiants et les jeunes actifs, et parmi les attentes prioritaires, la sécurité et l'environnement, la proximité avec la nature qui arrive en tête. Alors les jeunes, d'abord, c'est 18-30 ans. Ouais. Et effectivement, on les a interrogés. Et le chiffre, enfin, les préoccupations que vous donnez, en fait, elles nous ont beaucoup surpris. Parce que finalement, elles ne sont pas si éloignées des aspirations de leur aîné. Premier critère, enfin, un des premiers critères pour leur futur logement, la sécurité. Ça parle quand même politiquement bien au-delà de l'aspect immobilier. Et en corrélation avec la sécurité, un cadre de vie calme et apaisé en proximité avec la nature, mais derrière, malgré tout, une proximité avec des services publics. Je crois que la donne de l'aménagement du territoire, elle est posée par ces trois principes. Et où est-ce qu'ils veulent habiter, ces jeunes? À 44%, ils veulent habiter en zone périurbaine, donc ça rejoint proximité avec les services publics et une appréciation de la ville comme quoi elle est peu sécuritaire, d'où la démétropolisation dont je parlais tout à l'heure. Et ces jeunes, ils veulent également, à 28%, habiter en zone rurale, et ils ne sont finalement que le seul, à peu près 28% d'ailleurs, à vouloir habiter en ville. Donc c'est ça, entre la campagne, la grande métropole
Et puis la ville moyenne, c'est plutôt la ville moyenne qui est plébiscitée. C'est la ville moyenne qui est plébiscitée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça traduit pour vous, pour les jeunes, justement? Je pense que ça traduit une dimension de commerce de proximité, de facilité dans les déplacements. Ça traduit une forme d'apaisement et de sécurité. La sécurité est mieux vécue dans les villes moyennes que dans les grandes villes. Et à tout point de vue, ça peut peut-être aussi traduire le fait qu'on cherche une dimension dans nos rapports sociaux qui soit une dimension plus restreinte, toutes choses étant égales par ailleurs. Et puis, l'accès à la nature est bien plus facile lorsqu'on sort d'une ville moyenne que lorsqu'on a les bouchons pour prendre les grandes métropoles ou Paris. Il y a autre chose qui est intéressant chez les jeunes, c'est l'écologie. On aurait pu penser que l'écologie allait arriver très vite. Elle n'arrive pas en première position. Et en revanche, quand on leur pose la question « Quel est le logement le plus écologique ?» Eh bien, à 48%, ils nous disent « Appartement et maison, c'est la même chose ». À 31%, ils nous disent « C'est la maison qui est plus écologique ». Mais ça traduit le fait que 7 jeunes sur 10 voudraient vivre en maison. Donc, on ne va pas non plus, j'allais dire, se donner une interdiction morale, vraisemblablement. Et finalement, le logement collectif apparaît écologique pour 20 ou 21% de nos jeunes. Donc, on voit bien que la notion d'écologie, par rapport à la typologie d'habitat, elle n'est pas tranchée et qu'il n'y a pas j'allais dire, là-dessus, de direction précise. Et c'est à travailler. Et puis, le fait de devenir propriétaire, très important pour les 18-30 ans. Moi, j'ai toujours pensé, j'avais une théorie, c'est que je pensais que chez les jeunes, la notion de coût d'usage allait prendre le dessus sur le fait de devenir propriétaire. Bah non. 7 jeunes sur 10 veulent être propriétaires. Je pense que la culture française atavique d'être propriétaire, elle est extrêmement puissante et c'est à prendre en compte dans les politiques, au fond. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration de nos jeunes à être propriétaires pour différentes raisons, mais je pense qu'il y a la sécurité, je pense qu'il y a aussi, c'est un marqueur dans un parcours résidentiel que d'être propriétaire. Eh bien écoutez, c'est tant mieux pour notre activité. Certains économistes trouvent que les Français devraient être moins propriétaires pour accroître la mobilité, mais ça se résout par la fluidité d'un marché et l'équilibre d'un marché et l'équilibre d'une offre. En conclusion, Jean-Marc Torolion, optimiste pour cette année 2022? Moi, je suis optimiste parce que finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, que d'années indécises avec lesquelles nous avons dû composer et quelle réponse finalement de l'immobilier remarquable pouvons-nous constater au regard de ce que nous avons traversé. Après, il y a des grandes données économiques que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes des acteurs de la sécurité et de l'équilibre des marchés. Il y a des effets exogènes dont on a parlé. Mais si l'inflation venait à perdurer, l'immobilier a de beaux jours encore devant lui parce qu'on sait que c'est une des valeurs qui protège le mieux de l'inflation. Jean-Marc Torolion, merci beaucoup. Merci Olivier.